Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Académique Chat, votre émission dédiée à l'exploration des concepts académiques et des thématiques liées aux disciplines enseignées à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Le recensement général de la population et de l'habitat est un moment clé pour comprendre l'évolution démographique de notre pays. Cet exercice nous offre une photographie précise de la structure de la population marocaine, de ses caractéristiques socio-économiques ainsi que la répartition géographique de ses habitants. Ces données sont cruciales pour l'élaboration des politiques publiques, notamment en matière de logement, d'infrastructures, d'éducation et de santé. Quel impact ces nouvelles données auront-elles sur les politiques de développement de notre pays ? Comment ces informations influencent-elles les décisions du gouvernement et finalement, comment interpréter les tendances observées par rapport aux défis socio-économiques de notre pays? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Larbi Jaidi, senior fellow au PCNS et professeur à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales. Mais avant ceci, faisons un petit tour du campus de l'UM6P Rabat pour voir ce que pensent nos étudiants de la thématique d'aujourd'hui. Le recensement général de la population et de l'habitat de 2024, quelle lecture? On se retrouve juste après. Le recensement général de la population et de l'habitat revêt une importance capitale aux yeux de l'État dans la manière où il lui permet de relever les différents besoins réels de la population en termes de santé, d'éducation, de logement, etc. En effet, grâce à ces données, les politiques publiques peuvent être mieux conçues, plus efficaces et plus adaptées aux différents contextes locaux, surtout dans un pays aussi diversifié que le Maroc. Parmi les résultats les plus marquants du dernier recensement, nous avons remarqué une hausse du taux de scolarisation des filles en milieu rural, atteignant 95,1% pour celles entre 6 et 11 ans. Cela signifie donc qu'il y a une réelle prise de conscience des familles marocaines de l'importance de l'éducation, notamment des filles, et donc c'est un pas très important vers plus d'égalité et de développement. Un grand merci à nos étudiants pour ces contributions qui vont nous permettre d'ouvrir la discussion et le débat avec notre invité d'aujourd'hui, professeur Larbi Jaidi. Professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour cet échange qui j'espère sera utile pour nos étudiants. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Jaidi. Alors avant d'aborder les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2024, il serait peut-être utile de comprendre l'évolution historique de cette opération au Maroc qui a débuté, je le rappelle, en 1960. Pouvez-vous nous dire un mot sur l'évolution historique du recensement au Maroc et quelle est l'importance d'un tel procédé dans l'élaboration des politiques publiques, notamment en matière de développement économique, d'infrastructures et de services sociaux? Vous avez tout à fait raison. C'est un événement d'une grande importance pour la formation économique, sociale, démographique concernant le Maroc. Le recensement est un exercice unique comparativement à d'autres enquêtes que l'on réalise assez régulièrement. Le recensement, il est exhaustif et c'est là où réside son grand intérêt parce qu'il couvre toute la population et tout le territoire. Il n'est pas sur une approche d'échantillonnage. Deuxième élément extrêmement important qui fait du recensement un exercice extrêmement important pour la formation économique, c'est quand on le voit justement sur la longue durée, il vous renseigne sur les transformations sociales que connaît votre société. Transformation pas tout simplement du point de vue quantitatif, en termes d'effectifs de la population, mais de structure de cette population, de localisation géographique de cette population, de recomposition de la famille sur la longue durée. Et c'est un exercice donc d'une extrême pertinence. C'est pour cela qu'en général, il a été conduit tous les 10 ans. Et vous avez cité évidemment depuis le début des années 60, nous sommes peut-être à la septième exercice. Et sur le cumul et sur la longue durée, ça nous permet d'avoir cette photographie à la fois rétrospective de comment le Maroc a évolué socialement, démographiquement, dans sa composition pyramidale de la population, mais aussi et surtout de se baser aujourd'hui sur le recensement pour faire des projections pour l'avenir.
Et le recensement, il ne faut pas l'oublier, c'est peut-être l'exercice, comme je disais, le plus important du point de vue information statistique sur la population marocaine et qui renseigne sur sa transformation et qui permet d'être la base à partir de laquelle on va réaliser des enquêtes. Les enquêtes ménages sur la dépense des ménages, par exemple, les enquêtes niveau de vie, avec un échantillonnage beaucoup plus actualisé, mieux approché du point de vue de sa taille, du point de vue de sa localisation. Donc il y a à la fois une approche technique et une approche informationnelle. Et évidemment, enfin, il est attendu par, je dirais, beaucoup d'acteurs. Évidemment, par les décideurs politiques, c'est-à-dire enfin, ceux qui ont la responsabilité de définir des politiques publiques dans les différents domaines enfin, de la vie sociale et de la vie économique du Maroc. Et en même temps aussi, enfin, il peut intéresser le secteur privé, le monde de l'entreprise, parce qu'il donne une idée enfin, sur la répartition de la population, sur sa taille, sur sa composition, etc. Il peut être aussi très utile pour les collectivités territoriales. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, avec la régionalisation avancée, les collectivités territoriales sont des acteurs du développement économique. Et en même temps, ils se basent sur des diagnostics territoriaux pour établir leur plan de développement, pour établir leur vision stratégique de moyen et de long terme. Exactement. Et l'information statistique découlant du recensement est extrêmement utile parce qu'elle leur donne une photographie de la réalité sociale de leur territoire, d'une certaine manière. Il peut être aussi utile pour les académiciens, pour les universités, pour la recherche. Travaux de recherche sur l'évolution de la famille, sur l'évolution des différentes thématiques que couvre. Et d'ailleurs, un des aspects les plus importants aussi du recensement, c'est qu'il couvre des thématiques de manière récurrente qui permettent justement cette analyse en continu, ces projections, sur à la fois pas tout simplement des questions de comportement démographique, c'est-à-dire de mariage, de divorce, de fécondité, etc. Mais aussi et surtout, enfin, d'éducation, de logement, voilà, de logement et d'éducation sur des domaines qui concernent la vie sociale et en même temps les besoins sociaux enfin, des populations, à partir desquels on a une réalité enfin, de la couverture de ces besoins, de ces déficits et en même temps de comment les couvrir par des politiques publiques appropriées. Et dernier aspect, évidemment, dans ce long parcours, le recensement a pu améliorer ses techniques d'approche en termes de meilleure connaissance des districts sur lesquels, évidemment, enfin, il se déploie en termes de collecte d'informations, sur la formation des enquêteurs, sur les technologies d'information qui sont utilisées pour rendre l'information beaucoup plus utile. Et ça permet, à travers ces changements, peut-être de rendre l'information plus disponible immédiatement pour l'action et une décision, de ne pas attendre un traitement très lourd en termes de temps. Voilà enfin, les évolutions les plus marquantes observées. Alors, justement, M. Jaïdi, en parlant de résultats, parmi les résultats les plus significatifs du recensement de 2024, on constate une baisse de l'accroissement démographique ainsi qu'une augmentation du nombre de ménages accompagnés d'une réduction de leur taille moyenne. En 2024, chaque ménage compte en moyenne 3,9 personnes contre 4,6 en 2014. Que nous révèlent ces chiffres sur l'évolution des relations intergénérationnelles et la solidarité à l'intérieur de la famille marocaine? Et comment interprétez-vous ces données d'un point de vue social et quelles en sont les implications pour le tissu familial et social du pays? Le recensement commence à nous livrer ses secrets. Enfin, quand on dit ses secrets, l'information à partir desquelles on peut observer les évolutions à la fois de l'unité la plus élémentaire enfin, de la population, c'est-à-dire le ménage, le foyer et plus largement la famille, mais aussi évidemment enfin, la répartition spatiale de cette population dans le territoire et les transformations qui sont en relation avec le déplacement et la mobilité de cette population. Mais évidemment, enfin, le recensement commence par des interrogations sur ce qu'on appelle les variables démographiques classiques. Taux de natalité, taux de mortalité, comment il a évolué. Nous sommes dans une transition démographique qui est peut-être en cours d'achèvement, c'est-à-dire que la fécondité marocaine baisse et ce recensement a confirmé enfin, la baisse enfin, de ces fécondités, qui a donc un impact sur la taille enfin, du ménage, mais qu'en même temps, ce n'est pas le seul aspect quantitatif de la taille du ménage s'est réduite et comment enfin, comprendre cette nouvelle cellule familiale, comment elle fonctionne. C'est aussi tous les renseignements relatifs à l'évolution du mariage, à la divorcialité,
disons, enfin, la fragilité peut-être d'un certain nombre de foyers. Et donc, par conséquent, il est extrêmement utile pour connaître non seulement les comportements démographiques, mais les comportements sociaux de cette population au sein de la famille et dans les relations à l'intérieur enfin, de la famille. Donc voilà enfin, la donnée la plus importante, parce qu'on s'arrête souvent sur la question de la fécondité sans prêter peut-être attention à la transformation interne du foyer et de la famille. Cela nous renvoie à quoi quand on dit que la taille du ménage s'est réduite? Est-ce que le taux de dépendance de ceux qui sont les conjoints constitutifs de cette famille vont prendre en charge le troisième âge ou vont prendre moins en charge les enfants parce que le nombre des enfants a diminué? Oui, c'est un terme en termes de coût. En termes démographiques, on appelle ça ce qu'on appelle les dividendes démographiques. Comment la pyramide des âges a changé et comment peut-être la strate médiane de cette pyramide a augmenté. Et en général, les démographes appellent cela, les démographes et les économistes, une dividende démographique, c'est-à-dire que la composante 15 à 60 ans s'élargit, et donc par conséquent, la prise en charge des composantes, enfin des strates de la population de moindre âge, c'est-à-dire de 0 à 15 ans, s'est réduite, donc le coût de formation, le coût d'entretien se réduit, et par conséquent, ça ouvre une fenêtre d'opportunité en termes de capacité de travail, de force de travail, de création de richesses, etc. Mais cette fenêtre démographique n'est active, n'est une fenêtre d'opportunité que si cette population arrive à s'insérer pour créer de la richesse. Mais si elle ne s'insère pas évidemment suffisamment dans le marché du travail, cette fenêtre démographique est en train de se fermer sans qu'on ait exploité tout son potentiel. Mais en même temps, un deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle, ou les démographes appellent, le deuxième dividende démographique, qui est aussi la résultante de cette transformation pyramidale, avec le vieillissement de la population. C'est l'un des constats qui a été observé par ce recensement, en montrant que la tendance au vieillissement s'accélère. Et donc, par conséquent, c'est une nouvelle opportunité, peut-être. Une nouvelle opportunité, pour quelle raison? Pour revoir notre modèle de croissance et de prendre en considération les besoins de cette catégorie d'âge, le troisième âge, en termes de retraite, de couverture, etc., sociale, mais en même temps et surtout peut-être de repenser la relation de l'activité au travail de ce troisième âge, avec l'avancée de la durée de l'âge. Quand on est en bonne santé, on reste encore une force de travail capable de donner en termes de création de valeur ajoutée, en termes d'insertion dans l'activité. Donc c'est une nouvelle donne sur laquelle il faudrait réfléchir, ou les politiques publiques doivent réfléchir. Oui. Alors, on va parler de la scolarisation des enfants, M. Jaïdi. Les indicateurs du RGPH 2024 font état d'une amélioration au niveau du taux de scolarisation des enfants de moins de 15 ans, avec une augmentation importante pour les filles en milieu rural, atteignant 95,1% pour les 6-11 ans, en 2024 toujours. Comment évaluez-vous cette progression ? Y a-t-il une prise de conscience qui commence à se généraliser au sein des familles marocaines de l'importance de l'éducation, en particulier pour les filles? Il est certain que le recensement a révélé un certain nombre d'indicateurs de progrès dans le système éducatif, notamment ce qu'on appelle la généralisation de l'accès à l'éducation. Et surtout, comme vous l'avez mentionné, le déficit dont souffrait le système éducatif et souffrait le Maroc de manière générale, c'est-à-dire celui de la non-incorporation de la jeune rurale dans le système éducatif, avec ses conséquences plus tard sur à la fois l'analphabétisme et en même temps sur peut-être le mariage précoce, etc. Il y a une donnée qui montre que l'effort évidemment du système éducatif, l'effort investi par l'État, a donné des résultats probants de ce point de vue-là. Ceci dit, ce n'est qu'une variable. Le recensement va nous donner certainement d'autres indicateurs qui sont peut-être des indicateurs de progrès, mais aussi révélateurs du déficit encore persistant dans un certain nombre de domaines relatifs à l'éducation. J'entends notamment les déperditions scolaires. Parce qu'il ne faut pas considérer que nous avons atteint l'objectif final tout simplement de la généralisation de l'accès pour considérer que la réussite est parfaite. C'est une réussite, mais elle est encore insuffisante parce que les déperditions du système éducatif sont très importantes. Et donc le recensement va nous permettre de dire quels sont les lieux
où les poches, où les déperditions sont plus importantes que d'autres. Milieu urbain par rapport au milieu rural, type de région, milieu rural notamment, quel que soit l'effort qui a été développé aussi par l'État pour assurer à la fois le transport scolaire, pour les cantines, etc., tout l'appui social à l'éducation. Oui. Donc le recensement va être extrêmement utile pour voir quelles sont en fait les inégalités de scolarité dans les territoires et quelles sont les inégalités de scolarité en fonction du type de ménage et en même temps du niveau de vie de ces ménages. Donc c'est extrêmement important pour nous permettre de s'attaquer à ce qu'on appelle cette discrimination territoriale ou cette discrimination sociale dans le système éducatif qui est extrêmement encore vivace du point de vue. D'autres choses, le recensement a révélé aussi la question de la maîtrise des langues ou de la diversité des langues. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de langue au Maroc est extrêmement importante, non seulement parce que l'on doit chercher à donner plus d'ouverture d'esprit à nos enfants, à nos élèves demain pour maîtriser de meilleures langues, mais la question de la langue amazigh, comment elle est appropriée, comment elle est intégrée dans le système éducatif, c'est une question aussi extrêmement importante. Et le recensement va certainement donner des indications qui permettront au pouvoir public de mieux affiner leur politique pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs dans les meilleures des situations. Alors, M. Jaidi, pour conclure, quels devraient être, selon vous, les axes prioritaires, les priorités stratégiques en matière de politique publique pour le Maroc au cours de la prochaine décennie, notamment en ce qui concerne le développement économique, l'éducation, la santé et l'inclusion sociale? Tout à fait. Le recensement, comme il couvre, comme je disais, un certain nombre de domaines liés à l'éducation et à la santé notamment, et puis plus particulièrement au logement, va être extrêmement utile pour évaluer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a réalisé de bien, mais en même temps, quels sont l'état de nos déficits encore et comment les couvrir. Je pense notamment à la question de l'éducation. Un des objectifs aujourd'hui des politiques publiques, c'est, d'allonger au maximum ce qu'on appelle la durée de vie scolaire pour éviter les déperditions à un âge relativement bas. Aujourd'hui, il y a une amélioration de la durée de vie scolaire, c'est-à-dire un élève dans une cohorte donnée reste autour de 6 ans, au plus 6 ans, 7 ans, je crois, dans la vie éducative. Mais en fait, le cycle de l'éducation est beaucoup plus long que cela. Donc, améliorer la durée de vie par une amélioration de l'accessibilité soit au système de formation professionnelle, soit l'amélioration, en tout cas la réduction des déperditions scolaires et le changement, du système éducatif pour qu'il puisse répondre aux besoins du marché, aux besoins évidemment de certaines demandes. On n'est pas obligé d'aller vers une massification totale. Aucun pays ne va vers une massification totale du système universitaire. Mais il faut prévoir que sur le cycle de vie et le cycle de formation, pour un jeune, de sortir sur le marché du travail avec des chances égales de pouvoir s'insérer dans le marché du travail. Et ça, c'est une question, à mon avis, extrêmement importante sur laquelle les données de recensement peuvent nous aider à améliorer la durée de vie moyenne du système scolaire et en même temps, dans cette durée de vie, quelles sont les filières les plus importantes en fonction de l'évolution du marché du travail. Parce que, justement, le recensement nous a donné une idée sur le taux de chômage des jeunes, sur le taux de chômage des diplômés, etc. Et donc, par conséquent, faire un matching entre à la fois les données démographiques et les données du système éducatif peut nous aider évidemment à mieux assurer ce qu'on appelle l'adéquation de la formation aux besoins et l'adéquation de la formation par rapport au profil, des jeunes et de leur cycle d'âge, d'une certaine manière. Évidemment, de la même chose sur la question de la santé. Un des domaines les plus intéressants qui a été couvert par le recensement, c'est le handicap. Vous savez que la question de handicap est quand même extrêmement importante parce que le taux de handicap, avec sa diversité de formes, est relativement important au Maroc. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont été faits par le ministère de l'Emploi, par le ministère des Affaires sociales. L'intérêt, c'est de savoir est-ce que ces programmes ont pu converger pour une meilleure maîtrise de la question de l'handicap, à la fois dans sa prise en charge médicale, mais dans sa prise en charge psychologique, et dans l'appui aux familles ou aux associations
qui s'impliquent évidemment enfin, dans la prise en charge de cette question. Donc le volet enfin, handicap est à mon avis un des domaines sur lequel le recensement a produit une information extrêmement utile et qui peut aider à mieux affiner les performances des programmes et réviser les programmes pour qu'ils puissent donner des résultats meilleurs, en tout cas que ce que l'on observe aujourd'hui. Troisième chose, et c'est ce qui est le plus important pour la politique publique, c'est ce vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, comme je dis, nous donne une opportunité, surtout quand on vieillit, mais dans des conditions disons de santé, de bonne santé. Et donc, par conséquent, enfin, il y a une possibilité d'utiliser ce capital savoir, ce capital humain. Alors qu'avant, enfin, à 60 ans, on vous dit, bon, enfin, vous êtes retraité. Ouais. Je prends mon cas, comme je prends d'autres cas, on peut donner, disons, les vieux d'aujourd'hui peuvent donner mieux pour la jeunesse de demain. Et donc, par conséquent, il faut penser à comment, disons, mobiliser, enfin, cette tranche d'âge pour lui assurer enfin, des conditions de vie, notamment enfin, pour les aides, quand il y a besoin d'aide pour des personnes qui n'ont pas de retraite, et ils sont nombreuses, et en même temps, pour ceux qui ont un capital savoir et un capital connaissance, de le mettre à la disposition de la nouvelle génération, et en même temps de pouvoir mobiliser l'épargne disponible par les caisses de retraite, oui. Même si aujourd'hui il y a une situation difficile, pour les investir enfin, dans des domaines qui peuvent être liés aux besoins enfin, du troisième âge. Il faut être assez anticipatif. Aujourd'hui, on se dit que la famille marocaine garde encore un certain nombre de valeurs, de traditions. Nos aïeux, ou disons nos pères ou nos grands-pères, etc., sont pris en charge au sein de la famille, qu'ils soient à l'intérieur du foyer ou qu'ils soient à l'extérieur de la famille. Il y a une forme de solidarité qui fonctionne. Aujourd'hui, avec la mobilité et la migration interne, il y a cette distanciation entre la famille et le lieu du travail, et donc par conséquent, il faut penser aussi à ces aspects-là, comment les troisième âges ne doivent pas vivre dans l'isolement, et sans aller vers un système que connaissent peut-être les pays développés, et qui pêche par, je dirais, une insuffisance d'affection et d'affectivité pour ce troisième âge. Donc par conséquent, penser le troisième âge en termes de prise en charge, pas seulement financière, sociale, en lui redonnant enfin le goût de la vie, jusqu'à la dernière chance qu'il a de cette vie, et me paraît extrêmement important pour l'avenir. Monsieur Jaïdi, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec nous quelques pistes de réflexion pour mieux situer, analyser, comprendre et interpréter les résultats du recensement général de la population et de l'habitat de 2024. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de mon côté aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je le rappelle, cette émission est faite pour vous et par vous. N'hésitez pas à nous proposer vos suggestions de thématiques en commentaire. Pour plus d'informations sur nos activités et sur nos projets, je vous invite à consulter notre site internet sur www.fgses-um6p.ma. C'était Academic Chat. Merci et à très bientôt.